Aujourd'hui, direction le nord, les pays nordiques et le pays du feu et de la glace, célèbre pour ses lopapésas, l'Islande. Bonjour à tous, bonjour à toutes, ici c'est Christelle Nioul, Cristal Elka, designer tricot, et ceci n'est pas un podcast. Aujourd'hui ce ne sera pas un podcast, aujourd'hui c'est Destination Islande. L'Islande, c'est un pays du feu et de la glace et des elfes. C'est un pays aux multiples visages qui sont aussi complexes qu'on son folklore. L'Islande, c'est un pays parsemé de volcans, de cascades, de rochers de basalte, de plages de sable noir et de volcans. C'est un pays qui est complexe, multiple, varié, qui se teinte de plein de couleurs différentes au fur et à mesure des saisons, et particulièrement en violet en été. C'est un pays qui est complexe, qui est rude, qui est difficile à vivre, et qui aussi est le berceau d'un tricot très connu, qui est le lopapésa. L'Islande, c'est un pays qui a été conquis par les Vikings. Les Vikings, ce sont des Norvégiens, ce sont des Suédois, des Danois, donc c'est la Scandinavie, et ils ont amené avec eux des esclaves, parce qu'ils avaient des esclaves qui étaient les gens qu'ils avaient enlevés dans les pays qu'ils avaient conquis, où ils avaient fait des combats le long des côtes. C'est un pays qui fait du cabotage. On les représente souvent comme des grands guerriers, mais en fait c'était aussi, surtout, des commerçants. Donc, ils ont eu tendance à s'étendre un peu partout. On retrouve d'ailleurs des traces vikings jusqu'au Portugal et aussi en Islande. Donc en Islande, ils s'y sont installés, ils ont installé des fermes et ils y ont installé des esclaves. D'ailleurs, dans le sang islandais actuel, on retrouve des traces d'origine saxonne et non pas que norvégienne ou danoise ou suédoise. Donc il n'y a pas que des Scandinaves, il y a aussi pas mal de pays, de gens qui ont été pris et mis dans un autre pays, des esclaves, notamment d'Écosse, qui ont été mis en Islande. Alors, l'Islande, elle est très connue pour son tricot. Pourquoi? Parce que ces fameux Vikings, quand ils installent une ferme, ils ont amené avec eux des bêtes. En Islande, il n'y avait pas de grands ruminants indigènes, donc il n'y avait pas de grands ruminants qui broutaient les herbes là-bas, il n'y avait pas de vaches, il n'y avait pas de moutons. Donc les Vikings ont amené leurs troupeaux, et notamment un mouton norvégien qui s'appelle le Spelso, enfin ce qu'on appelle l'ancêtre du Spelso, parce qu'on retrouve des origines communes entre le mouton norvégien et le mouton islandais. Il a évolué génétiquement au niveau norvégien, très peu au niveau islandais, j'en ai parlé dans la vidéo de la semaine dernière. Et ce mouton, grand brouteur, il a été un peu le grand bruneur de l'Islande, mais aussi le grand malheur de l'Islande. Donc ces Vikings ont amené leurs bêtes, et le tricot, la laine, est devenu un des premiers produits d'exportation des Islandais. Ça servait à faire du troc. Alors quel a été l'impact de ce fameux mouton en Islande ? Mais pas que le mouton, parce qu'il y a aussi l'impact humain. Il faut savoir que l'Islande est devenue un pays très très pauvre, parce qu'il s'est retrouvé sans bois, sans capacité de pouvoir produire des bateaux, parce qu'en fait on a tout ratiboisé. C'est le cas de le dire, ratiboisé. Et donc le pays est tombé sous l'égide du Danemark, et jusqu'en 1944, parce que le pays a pris son indépendance en 1944. Donc on a d'abord les humains qui ont coupé le bois, et donc en faire des bateaux. Seulement en Islande, c'est un pays subarctique, donc juste sous le cercle arctique, où l'été est relativement court. La période de floraison est très courte, il y a énormément de vent, et plus on coupe d'arbres, plus le vent a un effet d'érosion, donc moins les arbres ont facile de s'enraciner et de se développer. D'ailleurs, il y a une forêt en Islande qui est connue, qui est très très lente à pousser, c'est plutôt dans l'est. Mais vous allez rencontrer très très peu d'arbres en Islande, c'est un pays qui est assez surprenant, où vous avez vraiment l'impression de la genèse de la Terre, parce que quand vous atterrissez à Keflavik, vous voyez, c'est nu, en fait, c'est vraiment nu, avec des champs de lave. C'est assez surprenant comme pays, on se demande ce qui arrive. D'ailleurs, quand moi j'y suis allée, mon mari s'est dit, mais où est-ce qu'on est? Parce qu'il y avait du brouillard, énormément de brouillard. Il s'est dit, mais on va pas rester quand même quelques jours là, c'est juste horrible. Et quand ça se dégage, là, ça devient splendide et magnifique. On tombe amoureux de ce pays, littéralement. Mais quand vous atterrissez, vous tombez vraiment sur une terre neuve qui est en pleine formation. Donc vous avez du lichen, vous avez de la lave et rien d'autre. Plus vous avancez
vers un pays plus ancien, donc le long du sud, vous allez avoir des champs, vous allez avoir des montagnes, vous allez avoir des volcans, mais vous n'allez pas spécialement avoir des arbres. Donc il y a très peu d'arbres en Islande, il y a peu de bovins, il y a beaucoup d'ovins. Donc ce pays, il a perdu beaucoup de matières premières à cause de l'homme, mais aussi à cause des ovins et des bovins que les Vikings ont ramenés. Donc les bovins, ils ont eu du mal à se reproduire. D'ailleurs, il y a très peu de bovins, il y en a en Islande actuellement, mais c'est surtout les ovins qui ont proliféré là-bas. Les ovins, ce sont des brouteurs. Et les brouteurs, eh bien, ils ont quand même détruit pas mal l'écologie au niveau islandaise. Donc c'est un pays qui est devenu très très pauvre à cause de ça. D'autant plus qu'il y a aussi les phénomènes climatiques. Il faut savoir qu'il y a des volcans. Et il y a des écrits qui parlent par exemple du lac Ikagar, qui est une zone où il y a eu de multiples volcans il y a eu une éruption de multiples volcans, un peu avant la Révolution française, qui a eu un impact sur l'Europe. Souvenez-vous des Eyjafjallajökull en 2010, je pense, qui a empêché les vols aériens partout dans le monde pendant une dizaine de jours. Eh bien, juste avant la Révolution française, il faut savoir qu'il y a eu cette grande éruption, je ne sais plus combien de cratères il y a, je pense que c'est 13, qui sont quand même sur je ne sais plus combien de kilomètres, et ça a tellement envoyé de nuages toxiques dans le ciel, que ça a eu un impact sur l'Angleterre, sur la France, sur la Belgique, au niveau des cultures. On a eu une sorte d'hiver sans fin, ça se retrouve dans les traces écrites de l'époque. En Angleterre, il y a eu une période de famine, et on pense que c'est ce que les Islandaises disent, c'est ce qui a provoqué notamment la Révolution française. Ils se disent responsables du fait que le pouvoir, la monarchie française serait tombée à cause de ça, parce qu'en fait c'est vrai qu'il y a eu un impact au niveau de la production de blé, la production de légumes et ce genre de choses, en Europe, et donc forcément famine, donc plus facilement de mouvements de population. Alors voilà, un peu. Et donc c'est un pays qui subit très fortement les changements climatiques et très fortement dépendant de sa terre. Donc ce pays a quand même été très très pauvre pendant très longtemps, mais un produit majeur de leur exportation, c'était quoi? C'était la laine. D'abord, qu'est-ce qui a été exporté? C'est le vaomal. Le vaomal, c'est une sorte de tissu de laine, feutrée, légèrement feutrée, qui est en sergé. Donc en fait, même les jeunes Islandais qui partaient et qui étaient à la recherche de faire fortune partout en Europe, eh bien ils emballaient leurs affaires dans ce tissu-là, et ça a été un des premiers produits d'exportation. Donc ça a été une des premières choses qu'on exportait en Islande, mais très vite le tricot est devenu de manière très importante, majoritaire au niveau de la production commerciale, parce que on ne faisait pas autre chose. Allez, si, on cultivait, on avait des fermes, mais on produisait aussi pas mal de produits pour pouvoir les vendre à l'extérieur et faire du troc. Alors, le mouton islandais, comme je l'ai dit la semaine dernière, le mouton islandais, il a une particularité. Il a une particularité, c'est-à-dire qu'il a une double toison. J'ai parlé du spelso norvégien, c'est pareil, c'est aussi un animal qui a une double toison, mais le mouton islandais est resté beaucoup plus proche génétiquement de l'ancêtre du spelso que le spelso actuel. Donc, ce mouton-là, cette double toison, s'appelle le tog et le tel. Je ne vais pas revenir sur les détails techniques de ces toisons-là, mais il faut savoir que le tog, c'est une toison extérieure qui est relativement épaisse, avec des fibres qui peuvent aller jusqu'à 45 cm de long. Et en dessous, on a un sous-poil qui est beaucoup plus fin, qui s'appelle le tel, qui lui peut avoir des microns très très fins. Et donc, à l'époque, bien avant l'avènement de l'industrie textile mécanisée en Islande, qui date plutôt du fin du 19e siècle, on travaillait les deux, mais les deux séparément, ce qui n'est plus le cas actuellement. Donc c'est-à-dire qu'on travaillait le tog, donc cette fibre plus épaisse, pour en faire du fil à coudre, pour en faire de la corde, on les retordait, etc. Un peu comme on fait de la corde actuelle avec des fibres végétales, et comme on les faisait à l'époque médiévale et même après en Europe. Et on utilisait le tel pour faire des vêtements. Et comme on n'avait pas de cuir, on utilisait énormément la matière première qui était à disposition, c'est-à-dire la laine. Donc on faisait beaucoup de choses en laine, on faisait notamment des pulls, des chaussettes, des pantalons, des sous-vêtements en laine et même des semelles. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Hélène Magnusson. Hélène Magnusson, c'est une Française avocate qui a épousé un Islandais qui maintenant est devenue tricoteuse d'Islande et qui est
qui a fait des études de textile à Reykjavik et qui a fait vraiment sa thèse sur les semelles islandaises. C'est-à-dire que ces fameuses semelles, on les mettait dans des chaussures de poisson. Comme on n'avait pas de cuir, le cuir, c'était vraiment réservé dans des manières, ça faisait partie du troc, hein, en fait, le cuir. On réservait ça vraiment pour des moments particuliers. Donc des chaussures, c'était de la peau de poisson. Et cette peau de poisson étant très fragile, on mettait des semelles islandaises dedans. Donc je ne vais pas vous parler de toute sa thèse, mais si vous êtes intéressé, elle a fait sa thèse là, elle a fait un livre sur le sujet, et il y a des motifs particuliers qui sont des motifs islandais. Donc revenons-en à nos moutons, c'est le cas de le dire. Ce fameux tricot, en fait, on faisait ces pièces, hein, pulls, chaussettes, slips. Les sous-vêtements, c'était plutôt les moutons bruns et les moutons blancs. Les moutons bruns et les moutons noirs, les moutons blancs, c'était plutôt pour le reste. Parce qu'on constatait que le mouton noir et le mouton brun avaient une fibre plus fine, donc on utilisait ça pour faire des sous-vêtements. Le tricot, donc, est devenu vraiment de manière importante un produit d'exportation. On travaillait la terre, on travaillait dans des fermes, et tous les ouvriers étaient obligés de tricoter des pièces. Il faut savoir que ce n'était pas un loisir, c'était une obligation. Donc le soir, on avait une période qu'on appelait le travail du soir. Et bien ce moment-là, il y en avait un qui racontait des sagas. Les sagas, ce sont les fameux mythes, les histoires au niveau du peuple islandais. Et on avait les hommes qui travaillaient et les femmes qui travaillaient, hommes comme femmes tricotaient. Et l'un et l'autre filaient et cardaient. Alors plutôt les femmes filaient et cardaient, les hommes tricotaient. Et quand on va dans une ferme islandaise ancienne, on avait la chambre du maître, et on constatait qu'il y avait le dortoir commun où les femmes étaient contre le mur parce qu'il y avait moins de lumière, et les hommes plutôt près des vitres, enfin près des fenêtres, parce qu'il y avait un peu plus de lumière et ça leur permettait de tricoter. Donc c'était une obligation de pouvoir tricoter une pièce. Il faut savoir qu'à la fin du XVIIIe siècle, une servante, en plus de son travail quotidien, était obligée de produire une paire de chaussettes par jour. Mais elle partait de la toison, donc du filage, du cardage, du filage et puis du tricot. Elle produisait ça une fois par jour. On a retrouvé des écrits datant de 1624. Donc on a d'abord retrouvé des pièces tricotées. On sait que le tricot a été amené par probablement les Européens du Nord en Islande, parce qu'on a retrouvé des pièces datant du 16e siècle, où on a retrouvé une paire de moufles brunes au niveau du sud de l'Islande. On a retrouvé, en faisant des fouilles, une pièce de mitaine, de moufle. Et donc on sait que le tricot était présent à l'époque. Et on a retrouvé aussi des traces écrites d'échanges commerciaux, notamment, mais on a retrouvé en 1624, par exemple, la mention, je vais rechercher les chiffres parce que je ne les ai pas retenus par cœur, que ces chiffres, en fait, étaient de 72 000 de paires de chaussettes et 12 000 paires de moufles qui avaient été expédiées à l'étranger. Donc, à l'époque, il n'y avait que 50 000 habitants en Islande. Donc, vous imaginez un peu la production qu'il devait y avoir. Donc, on était déjà vraiment dans la production vraiment dans la visée d'une exportation. Parce que, étant un pays pauvre, il vendait, il faisait un échange pour des matières autres et du luxe, un peu plus luxueuses. Donc, on avait ce tricot qui était très utilitaire, de pulls, etc., etc. Puis, il faut savoir aussi que l'Islande a été un pays où il y a eu pas mal où la pêche était aussi quelque chose de très intéressant. Donc, il fallait faire des pulls pour les pêcheurs. Et ces pulls ont été exportés dans les endroits où il y avait pas mal de pêcheurs. Et donc, c'est les Hollandais qui ont fait du troc beaucoup avec les Islandais, qui ont amené ça dans le New Jersey, dans le Delaware, en Angleterre, etc. Et les pulls islandais étaient reconnus comme ça. Mais ce n'était pas les lopapesa. Donc les pulls islandais, les bonnets islandais, les moufles, les chaussettes étaient connus et c'était une manière de pouvoir échanger des choses. Donc on avait vraiment cette notion d'utilitaire. On pouvait tricoter des pièces comme des moufles et on les feutrait pour qu'elles soient plus chaudes. Donc on les tricotait beaucoup plus grandes et pour qu'elles soient plus chaudes, on finissait par les feutrer pour avoir vraiment quelque chose de très chaud et à la limite de l'imperméabilité. Ça n'empêchait pas la créativité. On a retrouvé des traces de motifs au niveau islandais et là, les gens tricotaient des pièces un peu plus jolies, alors non seulement pour offrir à leur amoureuse, ça c'est un peu le cas de la semelle islandaise, la fille par exemple pouvait tricoter une paire de semelles islandaises avec des jolis motifs pour offrir à l'élu de son cœur, mais pas que. Ces petits produits-là permettaient de faire un échange avec des produits de luxe, et notamment au niveau de Noël. Et comme ça n'était pas que
utilitaire et que ce n'était pas qu'une manière de gagner de l'argent, c'était aussi un moment où on pouvait beaucoup exprimer sa créativité et il y avait aussi des concours de tricot. Donc on savait que par exemple certains pouvaient tricoter 4 paires de chaussettes en une journée. Donc il y a des traces de tricot qui est utilitaire mais aussi qui a été une part de loisir en Islande. Donc en Islande le tricot a été vraiment très présent, pas du tout le crochet. Alors maintenant oui, mais vraiment, de manière, à la limite, les enfants savaient, il y a un adage qui dit d'ailleurs qu'un enfant, quand il commence à ramper, il apprend le tricot. À la limite, il tricotait avant de marcher. J'exagère, c'est probablement faux, mais on apprenait très vite aux enfants à tricoter. D'ailleurs, dans les écoles en Islande, ils apprennent encore le tricot. Quand on parle de laine islandaise, on pense forcément Lopi, on pense Istex. Mais donc auparavant, je vous l'ai dit, hein, on avait cette laine qui était séparée, et dans ces fameux tricots islandais, on va retrouver des pièces typiques qui ne sont pas le lopapesa. Je parlerai du lopapesa après, mais on va retrouver des moufles particulières, et on retrouvait aussi, avec cette laine très fine, qui était filée très finement, certaines pièces, notamment des châles. Et en Islande, on a des châles, ça date plutôt du XVIIIe siècle, qui sont typiques. On a le langshawl, qui est plutôt une pièce rectangulaire, et le prirou, que je ne me trompe pas, le prirura, oui, priirna, je le prononce très mal, certainement triangulaire, qui, lui, est un triangle, comme le nom le dit, avec des motifs qui sont plutôt des motifs qui viennent des pays d'Europe du Nord. Donc, ce n'est pas des motifs très spécifiques, mais on jouait sur les couleurs des toisons. Donc, on va avoir des couleurs blanches, des couleurs brunes, des couleurs, un dégradé de laine de mouton naturelle, si vous voulez. Et on retrouve ça, c'est des pièces vraiment typiques de l'époque. Et on faisait aussi la kluka. La kluka, c'est la robe en dentelle islandaise qui à la base servait de sous-vêtement, mais c'est une robe très particulière. Alors j'en ai pas retrouvé de photo. Je vais essayer en montant la vidéo d'essayer de retrouver une photo sur le sujet, mais je me souviens d'en avoir parlé avec Hélène Magnusson. C'est vraiment quelque chose qui était tricoté avec des aiguilles d'œufs très fines, avec une laine très fine qu'on ne trouve plus actuellement sur le territoire islandais, pour pouvoir faire des pièces très aérées, tout en dentelle en fait, très jolies, vraiment magnifiques, à peine très légères, qui servaient de sous-vêtements. Donc, par exemple, Hélène Magnusson avait envisagé d'écrire ce livre-là sur les robes en dentelle islandaises, et elle a créé une marque de laine, mais j'en parlerai en fin de la vidéo, justement à cet usage-là, parce que vous ne trouvez pas ça en Islande. Donc la filature majoritaire en Islande, c'est Istex, et ils ne produisent pas ce fil-là, ils n'ont pas les capacités techniques, les machines qu'il faut pour pouvoir faire un fil partant uniquement du tel, pour pouvoir faire un fil dentelle. Donc, il faut savoir que le tricot islandais, à la base, c'était les chaussettes, c'était les pulls, mais pas le lopapesa, c'était les moufles. Il y avait des motifs particuliers, donc la fameuse rose islandaise, il y avait de l'intarsia, donc je vous mets tout plein de couleurs ici, donc je vous dis, le livre d'Hélène Magnusson est une référence sur le sujet sur le motif notamment de la rose islandaise. Donc ils avaient développé des motifs particuliers, notamment surtout en jacquard intarsia. C'était plutôt de l'intarsia que du jacquard, tel qu'on va le retrouver plus tard. Et vous retrouviez ces motifs-là dans pas mal de pièces, et notamment des moufles et des semelles. Fin du 19e siècle, il y a eu avènement, il y a eu arrivée de la technicité, et on a eu l'émergence des premières filatures. Ces premières filatures mécanisées ont permis de créer un fil, qui est le fil très connu, qui est la Plötlopi, qui est un préfilé, qui est un fil très fin, qui n'a pas de structure quasiment, et qui en fait permet de tricoter relativement vite, et qui garde un peu cet aspect très chaud. D'abord, on a quelque chose de très souple, très léger, qui est vraiment typique du fil islandais. En plus, comme on a mélangé tog et tel, il a une certaine tenue, puisque le tog plutôt, a vraiment une très forte longueur, donc on a un fil qui se tient, même s'il est à peine retordu. Donc ça a été le premier fil que l'on a sorti, ces fameuses galettes de fil Plötlopi, au moment de l'émergence des filatures en mécanisé, fin 19e siècle, début du 20e siècle. Donc ça a vraiment été l'émergence des fils industriels, où là, on n'utilisait plus de manière séparée tog et tel. J'ai parlé du préfilé. Ce fameux préfilé qui a été produit fin du 18e, début du 19e siècle, il a été utilisé de plus en plus. C'était un mélange de la toison tog et tel, donc on peut se permettre d'avoir un fil qui n'a pas beaucoup de structure, puisqu'on a des fibres très longues d'un côté et des fibres un peu plus courtes. Et est arrivée l'émergence du lopapesa.
le lopapesa, ce n'est pas un pull qui est d'origine islandaise, il faut le savoir. C'est grâce à l'indépendance de l'Islande par rapport au Danemark, enfin, quand ils se sont séparés du Danemark, que l'on a vraiment vu une émergence de ce pull-là. Mais à la base, ce pull-là, il a été créé par Annichen Bohm, qui était norvégienne, qui a créé un patron qui s'appelait Eskimo. Ce patron-là, en fait, il représentait... c'était une interprétation d'une pièce folklorique importante des tribus inuits du Groenland, ce qu'on appelle le Nuillarmiut, je le prononce très mal, tant pis. C'est vraiment un collier de perles très coloré qu'elle porte notamment dans les cérémonies. Donc elle s'est inspirée de ça, il y a eu un film qui s'appelait à l'époque Eskimo et elle a créé son pull. Les Islandais le sont appropriés et ils ont commencé à interpréter ce pull de plein de manières différentes. Alors, on a toute une symbolique qui est derrière les motifs islandais. Il faut savoir qu'il y a les motifs de la fameuse fleur islandaise, mais il y a aussi une représentation des animaux qui sont présents en Islande, de la nature, des volcans, des montagnes. Donc, sur le motif du lopapesa, qui est très présent, vous allez avoir toute la nature islandaise. Donc, ce pull-là, il est vraiment typique de l'Islande, mais c'est très récent. Alors, il y a eu vraiment un grand boom sur le pull islandais après l'indépendance, après la Seconde Guerre mondiale. Les gens achetaient des pulls, des étrangers achetaient des pulls islandais, et puis c'est tombé en désuétude, et il a repris force. En 2008, il y a eu la grande crise financière en 2008 qui a touché tous les pays du monde, vous comme moi, mais en Islande, ils ont pris la disposition de ne pas aider les banques et ils ont trouvé une autre manière. Un peuple islandais est un pays qui en veut et ils ont trouvé une autre manière de pouvoir faire rentrer de l'argent, c'est-à-dire que là, il y a eu un boom touristique et on a vraiment eu une explosion de nouveau au niveau du pull islandais qui est vendu, ce fameux pull lopapesa. Alors ce pull lopapesa, comme il y a eu un boom touristique, il y a un boom au niveau des productions et il y a eu des gens qui ont profité de cette période-là et qui ont fait des soi-disant lopapesa, qui n'en étaient pas. Donc maintenant, quand vous achetez un lopi, alors quand vous faites un lopi, vous savez ce que vous faites, il y a toute une série de choses à regarder. Qu'est-ce qu'un lopi? Qu'est-ce que c'est qu'un lopapesa? C'est un pull qui est tricoté en rond et non pas à plat. C'est un pull que si on a un cardigan, on va couper. Donc on tricote tout en rond. Quand on va en faire un cardigan, on va couper, on va faire un steak. C'est un pull qui a un empiècement en jacquard sur le haut du corps et des motifs au niveau du bas du corps et au niveau des manches. C'est absolument fait en laine islandaise. Ça doit être fait en Islande. Donc quand c'est marqué Design in Iceland sur l'étiquette, c'est probablement pas un vrai lopapesa. Il faut savoir qu'il n'y a pas de raglan, ça n'est qu'en rond, ce n'est qu'un empiercement circulaire. Donc c'est un pull qui va être tricoté du bas vers le haut. Donc on va tricoter un tube pour le corps, on va tricoter 2 tubes pour les manches, on va mettre les manches et le corps en même temps, en laissant quelques mailles en attente et sur le corps et sur la manche. On va faire l'empiècement circulaire tout en motif, on termine, on rabat les mailles et puis on va coudre en dessous des bras. Ça, c'est un vrai lopi. Les vrais lopis, ils ont un prix, vous pouvez les trouver tricotés, alors soit vous pouvez les tricoter parce que la laine islandaise n'est pas excessivement chère, c'est une laine qui n'est pas très chère, mais par contre vous pouvez les trouver à la Hand Knitting Association, qui est une association qui fait travailler les fermiers locaux, c'est-à-dire que cette association-là vous produit vraiment des pulls lopis, ça aide les familles, les fermiers, c'est un supplément de revenus, c'est-à-dire qu'on a des personnes tricoteuses, puisqu'ils savent tricoter depuis qu'ils sont enfants, c'est quelque chose qui est vraiment très ancré dans la culture en Islande. Eh bien, les femmes ou les hommes vont à la Hand Knitting Association, ils vont voir ce qu'on demande. On va demander par exemple tel pull, parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a des pulls qui sont vraiment très connus, des motifs qui sont très connus, le fogel par exemple, le ridari. Eh bien, on va leur dire, ben moi, ici, là, on a vendu je ne sais combien de ridari, il faudrait me faire X ridari. Alors, il y a des tricoteuses qui sont spécialisées dans certains modèles. On donne la matière première à la tricoteuse. Elle va produire le ridari, par exemple, en X-Taille, elle va le ramener à la Hand Knitting Association, et la Hand Knitting Association va la payer.
Elle ne va pas être payée sur les pulls vendus, elle va être payée sur son temps de travail. Et donc le pull, il va peut-être être vendu dans les mois, dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, voire dans les années qui viennent. Donc c'est vraiment un travail en collaboration avec la Hand Knitting Association que vous retrouvez à Reykjavik et les tricoteuses qui travaillent dans les fermes. Donc c'est un revenu supplémentaire. Donc ça c'est le Lopapesa. Évidemment, on ne retrouve pas que des Lopapesa, mais c'est vraiment la marque de fabrique islandaise. Quand vous pensez pull jacquard, on pense d'emblée Lopapesa. Alors, il y a toute une sorte de dérivé maintenant de pull avec cet empiècement circulaire. C'est la grande mode des empiècements circulaires, mais ce ne sont pas des vrais Lopapesa. Ils ne sont pas construits comme des Lopapesa. Le Lopapesa, je vous le rappelle, hein, c'est du bas vers le haut, c'est pas du haut vers le bas. Et on tricote des motifs qui sont vraiment assez typiques, que vous n'allez pas retrouver. On ne va pas retrouver des trucs de blé, par exemple, des épis de blé sur le pull. On va retrouver des motifs plutôt géométriques, ou alors des chevaux, par exemple. Il y a des pulls qui sont connus avec pour des chevaux. Qui sont connus pour des chevaux, qui sont connus, il y a un modèle de pull qui est connu avec des chevaux, j'y arriverai. Donc vous allez retrouver ça. Maintenant, il y a plein de variations. Il y a pas, les Islandais ne sont pas très axés propriété intellectuelle, c'est vraiment des gens qui aiment bien... enfin, partager, si vous voulez. C'est un pays très neuf, très vivant, et donc vous allez avoir des interprétations diverses et variées des lopis. Je parlais du Lopapesa. Le Lopapesa, on le considère un peu comme la seconde peau de l'islandais. Vous allez en rencontrer chez les jeunes, chez les vieux. C'est vraiment la marque de fabrique islandaise. Il y a quand même, malgré le fait que c'est un pays qui accepte facilement le changement, que vous pouvez avoir des motifs différents, vous allez quand même avoir une certaine... comment dire, une certaine ligne de créatrice qui est commune à tous les Lopapesa, c'est-à-dire que vous allez avoir des motifs qui sont assez typiques. Il y a une question d'équilibre au niveau des motifs. Il doit y avoir une tradition islandaise dedans. On va y retrouver des motifs de tradition islandaise et ça doit vraiment être équilibré. Mais vous allez retrouver quand même certains motifs tout à fait différents. Mais donc, vous allez retrouver un peu un mélange entre la tradition et la nouveauté dans le Lopapesa. Maintenant, il y a des modèles qui sont indémodables. Je vous dis par exemple le Fugel et le Hidari. Il y en a d'autres évidemment. C'est vraiment des modèles qui sont vraiment que vous allez retrouver partout, que plein de gens ont tricoté, aussi bien en Islande qu'ailleurs. Qu'en est-il maintenant de la laine que vous allez pouvoir trouver, la laine islandaise que vous allez pouvoir trouver? Alors, la filature majeure en Islande, c'est Istex. Istex, c'est le gros producteur de laine islandaise. Donc vous allez retrouver de la Plutlopi, mais vous allez retrouver de la Einband, qui est le fil un brin, qui est un fil dentelle. Vous allez avoir une autre dont je ne me souviens plus du nom. Vous avez la Lopi, qui est plutôt un équivalent Dickey Worsted. Et puis vous avez une laine, ce qu'on appelle la Bulky, qui va être la Lafosse, qui va se tricoter plutôt en aiguillette. Vous pouvez tout à fait substituer ces laines avec des galettes de préfilé. Cette laine-là, elle est commercialisée notamment en Europe par Triscott, qui est une Française qui vit en Marne. Donc vous allez trouver pas mal de sa laine, vous pouvez trouver facilement sa laine ici. C'est une laine qui est relativement peu chère, elle est très intéressante, elle est surprenante au tricot. Quand on apprend à tricoter de la Plutlopi, il faut apprendre vraiment parce qu'elle peut facilement se casser. Il faut apprendre à se détendre et à ne pas tricoter de manière trop serrée parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que ça casse facilement. Moi, il m'a fallu du temps pour comprendre. Maintenant, quand je tricote de la Plutlopi, j'ai facile. Je tricote souvent 2 brins, voire 3 brins et on y arrive pour finir. Il faut juste vraiment être détendu, descendre d'aiguille pour avoir un résultat sympa. Pas tirer trop fort. Alors quand vous tricotez avec de la 2 brins, vous avez quand même une certaine tonicité, enfin la façon de tricoter fait qu'elle va se défaire moins facilement que vous la tricotez en un brin. Donc la Plutlopi c'est vraiment historique, mais si vous avez vraiment trop peur ou que vous vous en sortez pas, vous pouvez passer sur une fibre. La 2 brins ça va être l'équivalent de la Lopi, la 3 brins ça va être l'équivalent de la Lafosse. Il existe donc la Istex, il existe aussi une toute petite filature en Islande qui va faire des plus petites productions, qui s'appelle Unspinny, si j'ai bon souvenir. Il y a une teinturière qui est très connue, il y en a d'autres, hein, mais moi particulièrement celle que je connais, c'est celle qui fait l'Espa, qui teint avec des fibres, qui teint avec des plantes islandaises. Et vous la retrouvez aussi chez Triscott. Vous y retrouvez, elle travaille surtout de la Einband. La Einband, c'est la laine dentelle, enfin, c'est plutôt fingering que dentelle. Elle travaille ça avec notamment de la cochenille, mais aussi du lupin, par exemple. Donc là, vous allez retrouver des teintures naturelles que vous n'allez pas retrouver chez Istex. Et puis, il y a la Love Story d'Helen Magnusson. Donc, Helen Magnusson a voulu relancer une laine qui était la laine présente avant
la Istex, avant la Lopi, avant ce fameux préfilé. Elle a donc cette fameuse laine qu'on faisait uniquement avec le tel. Elle l'a recréée, ça s'appelle la Love Story, c'est un fil dentelle qu'elle a fait travailler ailleurs parce qu'il n'y a pas la possibilité de travailler ce fil en Islande. Et elle l'a fait travailler, je ne sais plus dans quel pays, je pense que c'est Biella en Italie. Parce que c'est des fibres courtes et Biella, qui est du côté de Milan en fait, ils ont gardé la capacité de travailler les fibres courtes comme le cachemire, le mérinos très fin et ce genre de choses. Et donc elle a fait travailler ce fil-là, mais c'est de la pure laine islandaise, la Love Story. Et d'ailleurs, Ellen Magnusson, elle a proposé d'écrire un livre qui n'est toujours pas arrivé. Il va y avoir un livre sur les robes en dentelle islandaise. Parlons maintenant patron. Il y a deux types de châles, je vous ai dit, le langschal et l'autre, dont je ne me souviens plus du nom, Pri Urna, le châle triangulaire. Je ne vais pas m'acharner à vous expliquer ça en islandais parce que je ne parle, à part Eyjafjallajökull, c'est le seul mot que je sais dire en islandais. Donc le Langskjól Jon Onu, vous m'excuserez sur la prononciation, de Sigridur Halldórsdóttir. Dóttir, ça veut dire fille, c'est la fille de Halldórs. Ce châle, le motif, c'est un motif qui n'est pas un motif typiquement islandais, mais il a été fait en hindband, je vous l'ai dit, la hindband, c'est une laine fingering plutôt, c'est pas une laine très fine, mais vous pouvez tout à fait envisager de le tricoter en love story pour avoir quelque chose de plus fin. Il a été tricoté en 4,5 et il faut 457 à 549 mètres pour pouvoir le faire. Il est disponible sur le site de Tricoteuse d'Islande, je ne peux pas vous dire le prix parce que je n'ai plus de réseau et il ne veut pas me télécharger le site. Je vais le mettre ici en dessous, le prix, il ne faut tracasser pas. Il est fait 63 cm sur 190 cm. Et donc, il est disponible en français, en islandais et en anglais. Tous les patrons sont traduits en français de Tricoteuse d'Islande et en anglais et en islandais. Donc, quand je fais référence à Tricoteuse d'Islande, vous allez trouver de toute façon en français. Il n'y a pas de souci. Istex, ça va être plus problématique parce que là, il n'y a pas de français. Donc, les patrons de châles, par exemple, les patrons que vous trouvez sur Tricoteuse d'Islande, surtout beaucoup de châles et des pulls aussi, vous allez les retrouver en français, mais par exemple, les pulls faits par Istex, vous allez les retrouver majoritairement en anglais, même si certains patrons sont en français sur le site de Triscott. Donc, ça, c'est le Langschal de Sigridur Halldórsdóttir. On passe à un autre châle, je vous ai dit, on peut avoir des châles triangulaires qui sont faits avec les toisons naturelles des moutons. Le mouton islandais n'étant pas que blanc, il y a du gris foncé, il y a du noir, il y a du brun clair. Donc, et puis on peut mélanger les fibres pour avoir des effets gradients. On a ce fameux châle qui est vraiment un châle typique, qui est le Tordisskjól, qui est un patron gratuit en français, en islandais et en anglais. Il a été fait en hindband, mais vous pouvez tout à fait envisager de le faire en love story d'Ellen Magnusson, et puis un autre fil, si vous avez envie de le faire en autre fil, hein, pourquoi pas. Il est tricoté en 3,5, ce fil-là, avec un fil fingering. Il fait 76 pouces à 37 pouces de large, je ne sais plus la traduction, je vous avoue la conversion, je ne peux pas vous la dire comme ça, au fond on est sur 2 mètres facile, vous voyez hein, sur la photo, il est quand même grand, et c'est vraiment ça, c'est vraiment un châle typique islandais. Il est disponible, je vous dis, en français, il est gratuit et vous le trouvez sur le site de Ellen Magnusson aussi. Il y a des kits chez Ellen Magnusson pour pouvoir le faire. Voilà, ce patron, il a été aussi disponible dans un e-book qui sont les 7 Knitted Lace Patterns. Voilà pour les châles. On va passer à une autre pièce qui est une pièce mythique qui est la moufle. Cette fameuse mousse ici, c'est une moufle qui est avec un motif assez typiquement islandais en forme de pointe. Vous allez retrouver ça dans pas mal de patrons de l'Opapesa. Cette moufle-ci, c'est les Handtak Mittens de Védis Jónsdóttir, encore une fois. Hein. Jónsdóttir, la fille de Jóns. Il faut savoir que le nom des Islandais, c'est souvent la fille de Jean, la fille de l'un et de l'autre. Comme ils ne sont pas nombreux, en fait, on n'a pas de... les patronymes ne sont pas aussi variés que chez nous. C'est souvent, je ne sais pas moi, Jónsson s'il a un fils et Jónsdóttir s'il a une fille, par exemple. Donc, ce patron-ci, il est au prix de 4 €. C'est un patron qui est fait en Istex Let Lopi. Il a été tricoté en aiguille 3,5 et 4,5 en une seule taille. Il y a 5 langues différentes. Donc il y a finnois, japonais, norvégien, français, anglais
Non, pas en français. Anglais, islandais, finnois, japonais et norvégien. Donc vous n'avez pas le français, c'est là qu'il faut se mettre à l'anglais pour tricoter. Elles sont tricotées à partir de la poignée. On tricote le motif et puis on ferme au-dessus. C'est quand même relativement facile à faire, ce genre de moufle. Voilà, et ça permet d'apprendre le jacquard parce que ce sont des petits espaces. Vous n'avez pas de croisement de fil à faire parce que vous allez travailler 4 mailles dans une couleur, 4 mailles dans l'autre, donc vous n'allez pas vraiment travailler, c'est pas compliqué. Et vous allez travailler toujours 2 couleurs en même temps, donc ça c'est vraiment un genre de patron. Si vous savez tricoter sur des petites circonférences, c'est tout à fait un patron qui est débutant pour les tricoteuses en jacquard. Pas débutant en tricot, mais débutant en tricot jacquard. Donc ça c'est une paire de moufles, et puis je vais passer au fameux Lopapesa. Je vais vous présenter 3 patrons de Lopapesa. Un que j'aime particulièrement beaucoup, qui est en 2 versions. On a le Framivinda, qui est un pull qui est fait en Alaphos Lopi. L'Alaphos Lopi, c'est la laine la plus épaisse. 13 mailles, 18 rangs, avec des aiguilles 4,5 et 6 mm. 6 mm pour le corps, 4,5 pour les côtes. Alors il faudra peut-être augmenter pour faire l'empiècement circulaire. Il est disponible en 5 tailles, 2XL. Ce pull-là, la plus grande taille, c'est 126 cm. C'est un pull de la marque Istex. Il vous faut entre 5 et 8 pelotes de noir, 2 pelotes de blanc et une pelote de coloris avoine oatmeal. Ce patron, il est disponible soit dans le magazine Istex, soit à la vente seul, et vous l'avez en 2 versions. Vous avez une version, je pense, top-down, donc du haut vers le bas, et une version du bas vers le haut. Et ce patron est aussi fait par Vedis Jorndottir pour Istex, pour la marque Istex justement. Ça, c'est un pull que j'envisage de faire depuis très longtemps. C'est un pull homme, qui aussi peut être utilisé pour les femmes. Alors, c'est pas très inclusif au niveau taille, dommage, mais franchement, c'est vraiment un pull qui va aller très très vite, et il vous faut entre 797 et 1096 mètres de fil pour pouvoir le faire. Donc, au niveau prix, on n'est vraiment pas dans le très très cher. Là, la fois, je ne saurais plus vous dire quel prix est là. On n'est pas dans les 20 € la pelote, hein. Franchement, on est dans des prix très raisonnables, et personnellement, moi, je le tricoterais plutôt en Pleutlopi 3 brins, 3 galettes pour pouvoir faire ce pull. Ensuite, on a le Upboat de aussi Vedis Jorndottir, aussi pour Istex. Et là, il s'agit d'un gilet. Et ce gilet, en fait, vous allez le tricoter en rond et puis vous allez couper. Donc là, il ne faut pas avoir peur de couper dans son tricot. Il y a toute une série d'articles de Kate Davis sur le Stex, ce qu'on appelle le Stex. Donc, soit on le fait à la machine, on va sécuriser les mailles, soit on fait un rebord en crochet pour pouvoir couper dans le tricot. Alors il faut savoir que la laine Istex, elle ne va pas se défaire facilement, donc c'est le genre de projet, de fil qu'on peut utiliser pour commencer à faire des steaks, c'est pour ne pas avoir peur de couper dans son tricot. C'est comme ça que j'ai commencé, avec ce genre de fil, parce que c'est pas le genre de fil où vous allez couper et que vos mailles vont filer. Ça va rester en place, parce que c'est une laine cardée, avec beaucoup de halo, assez raide, donc vous n'allez pas avoir quelque chose qui va filer, donc c'est facile, franchement. Moi, j'avais pas fait un Stex à l'époque au crochet, j'avais utilisé ma machine à coudre et j'avais fait une double couture pour pouvoir couper correctement. Alors, dans le patron, souvent, ce qu'il est prévu, c'est que vous avez 2 mailles centrales au niveau du motif que vous allez faire à l'envers pour montrer l'endroit où vous allez couper. Ça vous permet de couper correctement et droit, déjà, pour pouvoir tricoter, pour pouvoir faire votre gilet. Et on reprend après la patte de boutonnage. Alors soit vous allez faire une patte de boutonnage avec des boutons, soit vous allez placer une fermeture éclair, pourquoi pas. Donc ça, ce pull-ci, il est aussi disponible chez Istex, dans un magazine Istex. Il est disponible sur Ravelry au prix de 6,89 $ ou sur le site d'Istex. Il est en français, en anglais et en islandais. Il est tricoté avec des aiguilles 4,5 et 6 mm, et il est tricoté en Alaphos. Il vous faudra entre 900 et 1100 mètres pour le faire. Les tailles prévues sont certainement des tailles qui ne sont pas ça doit être les mêmes que pour l'autre pull, donc on est sur du 85-90 cm de tour de poitrine jusqu'à 125 dans ces eaux-là. Donc ça reste pas très inclusif, hein, quand même, malgré tout, les patrons islandais, mais bon, pourquoi pas. Et vous pouvez envisager de le faire en 4 brins. Et là, vous n'êtes plus sur de la bulky, mais sur la super bulky. Et vous aurez une taille de plus, pourquoi pas. Et puis, vous pouvez tout à fait envisager, faire un exercice de augmenter faire un motif de plus, par exemple, pour pouvoir travailler un peu les adaptations. Donc ça, c'est envisageable. Ce pull-ci,
Donc je vous l'ai dit, hein, c'est Upboat, c'est un gilet. Il est disponible dans le Istex Lopi 41. Et pour terminer, il y a le Sexbladeros de Védis Jornsdottir, encore, toujours la même, ils ne sont pas beaucoup en Islande. Hein. C'est la population du Luxembourg sur un territoire grand comme la Belgique, ou une fois et demie la Belgique, je ne sais plus. Donc on rencontre, à part Reykjavik, je vous avoue que quand j'y suis allée, on rencontre pas tant de gens que ça. Hein. Franchement, c'est encore un pays où il faut sécuriser ses sorties quand on était parti. Alors, on est allé au moment où il n'y avait pas encore autant de touristes. Il faut savoir que pour le moment, il y a environ 350 000 habitants, je crois, 350 000 ou 400 000 habitants, et il y a 2 millions de touristes. C'est énorme. Quand j'y suis allée, on n'avait pas encore autant de touristes qu'il y avait d'habitants. Donc on était plutôt sur les 250 touristes, 300 000 habitants. Ce n'était pas encore la période où l'Islande était super connue. Et vous arriviez sur des parkings de zones touristiques, très touristiques, où il n'y avait pas tant de monde que ça. Maintenant, c'est plus la même chose. Dommage, parce que c'est un pays qui vaut vraiment la peine, et je pense que le tourisme peut faire du tort au pays, parce que les gens ne sont pas toujours attentifs, et on ne marche pas hors des terrains, des sentiers balisés en Islande, sinon vous allez faire des dégâts incommensurables sur la nature. Donc il faut vraiment faire attention là où on marche pas n'importe où, et vous pensez bien que quand il y a des foules pareilles, il y a des gens qui ne savent pas respecter les normes. D'ailleurs, maintenant, quand vous arrivez à l'aéroport de Keflavik, vous avez une information sur comment respecter la nature en Islande, parce que les touristes, ça fait du dégât. Moi, j'y suis allée vraiment au moment où il n'y avait pas beaucoup de touristes, où on rencontrait peu de personnes, on avait encore la chance de rencontrer des locaux. Donc maintenant, je ne sais pas si j'aurais envie d'y retourner vu le tourisme qu'il y a. J'aime pas trop les zones touristiques, ou alors je le sais et je prends mes précautions à ce point de vue-là. Mais là, ici, je trouve ça un peu dommage. Bref, j'ai divergé. Donc ce patron, le Sexbladeros, c'est un patron de pull qui a été tricoté aussi... Non, il a été tricoté en plutlopi, celui-ci. Il est disponible dans le Istex numéro 38, mais vous le trouvez en vente sur Ravelry au prix de 6,89 $. Vous le trouvez en anglais. Et ils disent qu'il n'est pas disponible sur Ravelry dans une autre langue, mais il est disponible en islandais. Donc ça, c'est un patron qui n'a pas été traduit en français. Et quand vous regardez le motif, vous voyez qu'il y a différentes couleurs. Donc en fait, c'est un pull qui a été tricoté en gradient, mais ce n'est pas une laine gradient. Donc il va utiliser plusieurs couleurs pour pouvoir faire le motif. Donc en fond, on va avoir plusieurs couleurs. On va avoir l'extérieur en blanc et le fond du corps qui est en bleu. Il est disponible, il est tricoté en 5,5 et 4,5, il y a 5 tailles. On est aussi dans les ordres de 85-90 cm à 125-130 cm de tour de poitrine, donc c'est pas hyper inclusif non plus. Voilà, pour le patron, tricoté en plutlopi, c'est pas un jacquard hyper compliqué, vous n'avez pas énormément de mailles entre chaque motif. Donc ça, c'est le genre, l'avantage quand vous tricotez des pulls islandais en laine islandaise, c'est que ça pardonne plus facilement que certaines laines sur le jacquard. Si vous tricotez ça en mérinos superwash, ça va être quand même beaucoup plus compliqué et beaucoup moins net. L'avantage de ce genre de pull, c'est que comme vous avez un halo dans le fil, vous avez moins, les erreurs se montrent moins. En plus, ce genre de patron, vous avez une sorte de patine qui se fait à l'intérieur et l'extérieur, vous allez avoir un motif vraiment très noyé, un peu comme avec les fils Shetland et les fils notamment utilisés sur les îles Shetland en Écosse qui sont à des fils qui ne sont pas ultra nets comme les fils peignés, mérinos que l'on connaît. Donc ça, ce genre de patron, ça vaut vraiment la peine de les faire dans un fil qui est un fil adéquat et quitte à faire dans un fil adéquat, d'oser de partir sur de la laine islandaise. Et je le répète, la laine islandaise, si vous ne supportez pas ça au niveau du cou, eh bien vous doublez le col et vous faites ça en mérinos par exemple, ou en cachemire ou que sais-je, pour ne pas avoir ça directement au niveau de la zone du cou, et puis vous mettez un sous-vêtement en dessous, pourquoi pas? Parce qu'un pull islandais, vous ne le portez pas quand il fait 30 degrés, je vous le dis tout de suite, c'est vraiment très très chaud. La laine islandaise, c'est vraiment une laine chaude, et honnêtement, je l'ai dit dans la vidéo précédente, mon mari, je lui ai fait un lopi, je lui ai fait un fugel, je l'avais fait en plutlopi, il sortait par -20 sans avoir besoin d'autre chose, de gants, de bonnets certainement, mais il ne pèterait pas le manteau, parce que sortait notre chien par -20 sans problème. C'était pas notre whippet, on avait un malinois à l'époque, notre whippet, -20, vous ne le verrez pas dehors, hein, mais à l'époque, le malinois, elle n'avait pas peur de ça, et il sortait par neige et il n'avait pas froid avec ce pull-là. C'est vraiment un des gros avantages de la laine islandaise, c'est une laine qui est vraiment adaptée à des conditions climatiques extrêmes. Donc voilà pour les quelques patrons que je vous ai proposés.
vous l'aurez vu, le tricot, c'est quelque chose qui est vraiment traditionnel, qui est non genré en Islande. Hommes comme femmes tricotent, encore actuellement hommes comme femmes tricotent. C'est vraiment quelque chose qui a été la base de l'économie islandaise, la base des échanges commerciaux, et encore actuellement, ça fait partie vraiment de l'économie islandaise, des traditions islandaises. Ça vaut vraiment la peine de s'y pencher parce que c'est intéressant de le savoir, c'est intéressant de connaître un peu toute l'histoire qu'il y a autour du tricot, et puis de soutenir les gens qui travaillent là-bas, même si le tourisme maintenant a pris une grosse part des exportations en Islande. Il n'empêche quand même que c'est chouette de faire travailler des éleveurs et des éleveurs de la région, donc n'hésitez pas à acheter de la laine islandaise. Et si jamais vous trouvez ça vraiment trop rêche pour vous, sachez qu'il existe des après-shampoings, et puis vous portez des sous-vêtements en dessous, vous portez un pull, un sous-pull en dessous, ça vaut vraiment la peine de s'y pencher et de sortir un peu de sa zone de confort. Je rappelle qu'il y a toujours le calendrier de l'Avent qui est en vente pour le moment jusqu'à vendredi. Donc on est dans les derniers calendriers à vendre. Donc si vous avez envie, il y a le calendrier de l'Avent ici. J'en ai parlé dans la vidéo précédente, j'en ai parlé dans la vidéo d'il y a 2 semaines. Donc ça, le calendrier de l'Avent, il est en pré-vente, en quantité limitée. Donc c'est l'occasion d'essayer Pérégrine, de découvrir les filets mains. Donc ceci, vous le trouvez sur mon site internet. Je mets les liens ici en dessous. Je vous rappelle aussi que j'ai un atelier chez Sip & Knit ce samedi prochain. Un atelier sur les chaussettes. N'hésitez pas à aller sur le site pour vous inscrire parce que les places sont aussi limitées. Et on se retrouvera samedi prochain.